Le grand enjeu auquel il nous faut faire face aujourd'hui, encore, c'est pas complètement nouveau, d'après moi, c'est nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière. Donc correctement, c'est évidemment une ration équilibrée en calories, protéines, vitamines, minéraux, fibres, antioxydants. Il y a quand même des questions de volume pour un grand nombre de gens, ne pas être sous-nourris. Mais correctement, c'est aussi sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, donc une alimentation saine. Et notamment donc sans résidus pesticides, ça pour notre santé. Et nourrir durablement l'humanité tout entière, c'est que si on se doit dans certains pays déficitaires aujourd'hui de produire davantage, il est clair, et qu'il y a urgence, il ne faudrait pas que ce soit au détriment des générations d'après. Donc il y a des objectifs à court terme de produire mieux et plus aujourd'hui, mais il faut que ce soit, qu'on ne mette pas en cause la fertilité des écosystèmes. Autrefois, moi, on m'avait enseigné la fertilité des sols, mais aujourd'hui, on sait que c'est la fertilité des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Il faut maintenir leur potentialité productive. Et dans certains pays, comme la France par exemple, aujourd'hui, l'effondrement des abeilles, la surmortalité des abeilles et des insectes pollinisateurs est une vraie menace. Donc oui, fertilité des sols, fertilité de l'environnement, les potentialités productives doivent être impérativement maintenues pour les générations futures. Et l'humanité tout entière, sans laisser pour compte, s'il vous plaît. Sur les 7,7 milliards d'habitants aujourd'hui sur notre planète, considérez qu'il y a autour, les derniers chiffres de la FAO, c'est un peu 820 millions de gens sous-nourris, c'est-à-dire qui n'ont pas tous les jours les 2200 kilocalories, ils ne trouvent pas dans leur alimentation l'énergie nécessaire pour aller se déplacer et aller au travail. Donc là, c'est vraiment la sous-nutrition. Et vous avez 1 milliard supplémentaire de gens qui souffrent de carences nutritionnelles, ça peut être des carences protéiniques, vitamines, minéraux, et qui donc ont une espérance de vie moindre parce qu'ils sont plus sujets à attraper des maladies du fait de cette malnutrition. Mais les perspectives, c'est 9 milliards et demi d'habitants en 2050. Dans les transformations actuelles, il y a quand même un certain nombre de pays émergents où les gens commencent à consommer davantage de lait, de viande et les œufs. Et vous savez que pour produire 1 calorie animale, il faut 3 calories végétales. Et si l'émergence de couches moins pauvres dans les pays émergents persiste, il faut s'attendre que d'ici 2050, en termes de production végétale destinée à l'alimentation humaine directement ou destinée à l'alimentation animale pour ensuite nourrir les hommes, la demande en production végétale pour l'alimentation humaine va sans doute plus que doubler dans les 30 ans qui viennent. Alors la réponse, très clairement, il nous faudra produire à la fois plus et mieux, et sans préjudice pour les générations futures. Il nous faut trouver des formes d'agriculture capables de répondre à cet enjeu. Certains pensent qu'il faudrait une agriculture extensive, parce que l'agriculture intensive est dénoncée. C'est peut-être une mauvaise idée de croire qu'il faudrait encore étendre les surfaces cultivées pour nourrir cette population croissante et la nourrir mieux, et qu'il faille encore déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise ou la forêt de Bornéo. Donc le mieux, c'est quand même de promouvoir une agriculture que je suis prêt à qualifier d'intensive, à l'unité de surface, mais il ne faudra pas que ce soit intensif en produits pesticides, en engrais de synthèse, en polluants et ce genre de choses. Mais l'idée, notamment dans les pays déficitaires, qu'ils puissent reconquérir une partie de leur souveraineté alimentaire en produisant davantage à l'unité de surface, n'est pas une idée fausse. Mais à ce moment-là, il nous faut être très clair. L'agriculture intensive de demain, elle va faire un usage intensif, d'abord des rayons du soleil, parce que l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation nous vient du soleil. Donc on va faire un usage intensif de l'énergie solaire. Usage renouvelable, pas de pénurie annoncée avant 4 à 5 milliards d'années. Donc allons-y, mais ça veut dire tous les rayons du soleil vont tomber sur des feuilles vertes, on va essayer de ne pas bitumer les meilleures terres agricoles, on va essayer de faire que dans les champs, les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Là, on va vers des agricultures associées. C'est-à-dire la couverture végétale verte la plus totale possible et la plus permanente possible. Hiver, printemps, été, automne, ou saison des pluies, saison sèche, encore des feuilles vertes, s'il vous plaît.
Vous savez que l'énergie, on appelle ça hydrate de carbone, le sucre, l'amidon, les lipides. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Je vous pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? La réponse est non, il y en a trop. Alors faisant un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, va relâcher l'oxygène, ça n'a jamais fait de mal à nos poumons, et avec ce carbone, fabriquer le sucre, l'amidon, les lipides, peut-être même de la paille, peut-être des racines, qui quand ça va se décomposer, va séquestrer du carbone dans les sols. On va faire l'usage intensif de ce gaz carbonique et on va libérer de l'oxygène. Alors, il me faut être honnête avec vous, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous, c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Et il faut impérativement que la plante transpire et donc soit suffisamment alimentée en eau, parce que c'est ça qui est décisif, pour que le gaz carbonique puisse rentrer, puisque c'est par là, ces mêmes trous par lesquels elle transpire. Donc la gestion de l'eau est absolument décisive dans l'agriculture de demain. C'est l'eau de pluie qui nous est donnée gratuitement, de façon très aléatoire avec le dérèglement climatique, on le sait. Mais alors cette eau de pluie qui nous est donnée gratuitement, plus rien ne doit ruisseler, tout doit s'infiltrer dans le sol, emmagasiner dans le sol, pour que la plante puisse avoir dans le sol des réserves qui, même quand il ne pleut pas, puissent continuer de transpirer, continuer la photosynthèse, transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Et alors, évidemment, il faut empêcher le ruissellement, ce sera la couverture végétale, ce seront les haies. Il faut favoriser le ruissellement, et moi on m'enseignait autrefois le labour, maintenant je vous enseignerai les vers de terre, les galeries, les cloportes. C'est une toute autre agriculture qu'il nous faut, parce qu'un excès de labour, ça minéralise l'humus des sols, c'est pas forcément génial. Mais en tout cas, des solutions pour rendre les sols. Et maintenant vous voulez que l'eau qui s'est infiltrée soit accessible aux racines, il faut enrichir le sol en humus. L'humus, c'est beaucoup de carbone, le carbone de la paille et des racines, qui se sont décomposés. C'est des microbes qui les ont aidés à faire ça. Et du coup, il faut enrichir le sol en humus. Mais l'humus, c'est beaucoup de carbone, 50%, un peu d'azote. Et sachez que les microbes qui décomposent la paille et les racines, s'ils ne trouvent pas la dose d'azote, ne fabriqueront pas d'humus. Et du coup, le carbone de la paille retournera en gaz carbonique. Donc il faut un peu d'azote en agriculture pour aider les microbes à fabriquer de l'humus, mais surtout pour les protéines. Parce qu'on a besoin tous les jours de protéines, c'est un composant azoté. L'azote se trouve dans l'air, 79%, pas de pénurie annoncée avant des siècles. On va en faire un usage intensif, mais rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Et l'agriculture industrielle, elle emploie des engrais azotés de synthèse, le fameux ammonitrate, le sulfate d'ammonium, attention, ça peut exploser l'ammonitrate, mais cet engrais azoté de synthèse, il est très coûteux en énergie fossile. Alors ça, oubliez, c'est désuet. L'agriculture moderne de demain va employer des plantes qu'on appelle les légumineuses, les trèfles, les sainfoins, les lottés, mais ça peut être le niébé, l'arachide, le soja sous les tropiques, ça peut être même des acacias sous les tropiques. Et ces légumineuses, c'est des microbes qui les aident à intercepter l'azote de l'air, fabriquer des protéines. Ce microbe a utilisé l'énergie de la photosynthèse. C'est donc bien l'énergie solaire qui va nous aider aussi à fabriquer des protéines. Ensuite, il nous faut des éléments minéraux. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est les phosphates. Là, la finitude, on nous dit que d'ici 4-5 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate hyper coûteux. Donc il nous faut être très économe, les phosphates ne doivent plus rejoindre la mer, c'est un peu comme l'azote, ça ne doit pas fertiliser des algues vertes sur le littoral, donc ça va être pour les effluents d'élevage, on va refaire du fumier, on va remettre ça dans le sol, mais il nous faut trouver du phosphore ailleurs que dans les mines de phosphate, il y en a en profondeur. La roche-mère, le granit, le schiste, les roches sont altérées, ils libèrent tous les jours des éléments minéraux. Ce n'est pas accessible à une racine de sorgho, de quinoa ou de blé. Mais si vous avez des arbres avec des racines profondes, ils vont aller les chercher, ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille, la fermente tombe à terre. Et si de plus ces arbres hébergent ce qu'on appelle des champignons mycorhiziens, qui utilisent l'énergie de la photosynthèse, développent un mycélium très fin, et ces champignons parviennent à débusquer des éléments minéraux qui sont coincés dans les argiles et que la plante elle-même ne parvenait pas à tirer. Et en profondeur, il aide les arbres à aller chercher encore plus d'éléments minéraux quand la roche est altérée. Au fond, il y a des solutions. On peut produire plus en faisant un usage intensif des ressources naturelles renouvelables, des éléments minéraux du sous-sol. On va voir que cette agriculture, elle est plus artisanale que l'agriculture industrielle, il faut être honnête. Elle est aussi exigeante en travail, elle est intensive en emploi. Et c'est peut-être pas idiot non plus de promouvoir des formes d'agriculture qui font l'usage intensif de ce qui est gratuit et renouvelable et qui procurent de l'emploi pour installer des jeunes agriculteurs.
Alors, c'est à la fois des anciennes approches qu'on revisite, refaire du fumier, remettre des haies. Il y a un heureux qui fait que beaucoup de gens pensaient que c'était un retour à l'âge de pierre et à la bougie. Mais nos grands-mères et nos grands-parents qui avaient sélectionné des variétés tolérantes ou résistantes aux prédateurs et agents pathogènes, le produit de leur recherche empirique, on va devoir le récupérer. Tout ça est très vrai. Les champignons mycorhiziens, par contre, ils ne connaissaient pas. Il y a des quantités de processus aujourd'hui inspirés d'une agroécologie scientifique. Donc le premier mot que j'ai envie de vous dire, c'est une agriculture qui relève d'une agroécologie scientifique, la discipline des agroécologues. On va considérer que l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas le riz, le quinoa, le blé, la betterave, c'est un agroécosystème dans lequel il y a des espèces domestiques, végétales, animales, il y a des espèces sauvages, des espèces spontanées, et on va vivre avec tout ça. Et l'agriculture qui relève de l'agroécologie, il y en a une effectivement qui est labellisée, celle qui est labellisée biologique, avec une certification par une tierce partie et mérite le label. Mais il y a la transition peut aller vers ce type d'agriculture. Même l'agriculture biologique va sans doute un jour faire mieux, parce qu'un pesticide naturel reste quand même un pesticide. Alors effectivement, il y a beaucoup de jargon, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée, toutes ces choses-là, c'est des pratiques. L'agriculture biologique s'inspirant étant celle qui relève le plus de l'agroécologie, et plus encore peut-être la permaculture. Et il y en a d'autres, c'est vrai, qui sont peut-être l'agriculture de conservation, par contre, a le mérite de bien protéger les vers de terre et la biologie des sols. Mais c'est vrai que certains, comme l'absence de labour, c'est difficile de lutter contre les herbes adventices, que je qualifie autrefois de mauvaises herbes, commencent à mettre du glyphosate. Alors là, effectivement, il faut parvenir à concilier la biologie des sols et l'absence de glyphosate. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui pratiquent conjointement agriculture biologique et agriculture de conservation, mais c'est des rotations longues. Si vous êtes en France, il y aura à coup sûr un chanvre. Le chanvre recouvre très vite la plante, lui fait de l'ombre, et l'herbe, la dite mauvaise herbe, elle a tenté de pousser, mais n'a plus accès au soleil, elle n'arrive pas à l'égrenage. Vous pouvez mettre des prairies temporaires de 2-3 ans, qui vont être coupées. La mauvaise herbe qui a poussé là-dedans, elle a été coupée avant d'arriver à la floraison et l'égrenage. Je vais vous dire, quand vous faites des rotations longues avec des plantes très couvrantes, eh ben, on vit avec les herbes adventices, on vit avec les ravageurs, on vit avec les agents pathogènes, on ne les éradique plus, on n'emploie plus les produits ancides, mais on minore la prolifération et on minore les ravages. Et là, quand même, les semences paysannes, tolérantes à ceci, produits d'une sélection paysanne, on la réhabilite. Donc vous voyez que ça va être une agriculture hyper moderne et qui sait néanmoins regarder ce qu'il y avait de bien en regardant de temps en temps dans le rétroviseur. L'agroécologie, pour moi, c'est une discipline scientifique, la discipline des agroécologues. Il est possible que certains soient agroécologistes militants, comme il y a une écologie politique. Mais il y a aussi une écologie scientifique, les écologues, et dans l'écologie scientifique, il y a une branche des agroécologues qui essaie de rendre intelligible le fonctionnement d'agroécosystèmes, à savoir d'écosystèmes qui ne sont plus complètement naturels, qui ont été aménagés par des agriculteurs, qui souvent, comme on privilégie la croissance de plantes utiles, ces agroécosystèmes sont souvent des écosystèmes simplifiés, et quand on simplifie un écosystème, on le fragilise. Et donc l'agroécologie, c'est la discipline scientifique qui essaie de rendre intelligible la complexité et le fonctionnement de ces agroécosystèmes et qui essaie évidemment, en vue de ne pas trop les fragiliser, mais sachez qu'un bocage, ça n'a rien de naturel. On aurait essayé la nature, ce serait une lande, ce serait une forêt. Et donc c'est bien des agriculteurs qui ont aménagé des agroécosystèmes à un moment qui étaient à la fois productifs et durables. Eh bien, si on veut dans l'avenir, dans les pays du Sud en particulier, promouvoir des formes d'agriculture durables, une alimentation saine et suffisante pour nourrir la population, comprendre le fonctionnement global de ces agroécosystèmes, par exemple, mieux comprendre comment fonctionne un mil et un sorgho sous un parc arboré de Federbia albida, c'est très utile, effectivement, pour progresser, produire plus et mieux à la fois. J'ai un peu coutume, quand on me pose la question « Qu'est-ce que vous pensez de la permaculture ?» Je dis écoutez, c'est mon cours d'agroécologie pratiqué par des extrémistes. Alors évidemment, vous vous interrogez « Oula, que veut-il dire ?» Alors c'est quand même le petit cours d'agroécologie poussé à l'extrême.
C'est-à-dire, on fait tout pour qu'il n'y ait pas un rayon de soleil qui tombe à terre, on fait tout pour qu'il y ait des légumineuses associées aux céréales ou aux tubercules, on fait tout pour que les microbes trouvent le bon dosage carbone et azote pour fabriquer de l'humus, il y a une couverture végétale, il y a même une part d'agroforesterie, en tout cas de culture sous parc arboré, et donc il y a bien les infrastructures écologiques qui hébergent les coccinelles pour neutraliser les pucerons, les carapes pour neutraliser les limaces, les mésanges bleus pour s'attaquer aux larves du capocaps. Là vraiment, c'est ce que je vous raconte poussé à l'extrême. Alors après, les gens sont tellement fiers de ce qu'ils font, ont peut-être été très prosélytistes. Et effectivement, parfois, ça dérange. Et les gens disent, non mais attendez, la permaculture, pour l'instant, ce n'est que sur des petites surfaces, c'est très exigeant au travail, ça concerne des cultures maraîchères, éventuellement des tubercules, des pommes de terre, éventuellement des arbres fruitiers, mais vous ne voyez pas encore aujourd'hui de permaculture avec des cultures de blé, de betterave, de colza ou de tournesol. Et évidemment, il y a, quand on parle de grandes cultures, sur des parcelles, des grandes parcelles et des fermes de plus grande taille, et pour faire notre pain, ou l'huile de colza, nous n'en sommes pas encore aujourd'hui à quelque chose de permaculture, et là la transition sera beaucoup plus longue. Mais déjà, il faut savoir que la permaculture est déjà très exigeante en travail, au moins au début. Après, non, parce qu'une fois que vous avez une couverture végétale permanente, c'est bien la plante cultivée qui fait de l'ombrage à l'herbe adventice, et ce n'est pas l'herbe adventice qui fait du tort à la plante cultivée. Mais dans un premier temps, aménager des buts et aménager tout ça de façon savante, c'est quand même beaucoup de travail. Alors, dans l'agriculture, pour passer de l'agriculture conventionnelle à quelque chose qui s'inspirerait de l'agroécologie, on va devoir, ça ira plus lentement, mais moi je connais déjà des gens qui sèment des lentillons entre leurs rangées de blé. J'ai vu aussi des lentilles dans des rangées de cameline. Donc vous voyez, de nouveau, carbone, azote, couverture maximale. Et puis la lentille utilise l'autre plante comme tuteur. Et ça déjà en grande culture. Et on remet des haies, on remet des arbres, on remet des infrastructures écologiques. Et là, oui, il y a des évolutions possibles. Et alors je peux vous assurer, si vous êtes au Sénégal par exemple, vous voyez un rendement de mil et de sorgho sous un parc arboré de Federbia albida, mais attendez, le rendement, il est 2 à 3 fois supérieur sous la frondaison de l'arbre, parce que cet arbre, c'est une légumineuse, il développe ses feuilles en saison sèche, parce qu'il a accès à de l'eau en profondeur grâce à ses racines profondes, il perd ses feuilles en saison des pluies, il ne fait pas trop d'ombrage à la céréale, et puis cette feuille, elle est riche en carbone, la photosynthèse de la saison sèche, l'azote parce que c'est une légumineuse, les éléments minéraux qui ont été puisés en profondeur et qui étaient remontés dans la feuille, même dans des paysanneries parfois faiblement alphabétisées, il y a déjà des évolutions qui montrent que c'est possible sans recours à des produits pesticides, sans recours à des engrais azotés de synthèse. Et vous savez, multiplié par 2 à 3, le rendement d'une céréale en 15 ans, c'est plus rapide que la croissance démographique. On peut peut-être penser régulation, planning familial, mais sachez qu'il y a déjà des solutions techniques, on appelle ça agroforesterie quand c'est des régions tropicales humides, on appelle ça culture sous parc arboré dans des régions sahéliennes, là où on a faim aujourd'hui, mais les solutions techniques, sachez-le, existent. Pour de multiples raisons, l'agriculture biologique, elle, labellisée, avec une certification par une tierce partie, elle a un cahier des charges, et s'interdit l'emploi de tout produit de synthèse. Ça, c'est l'agriculture biologique, et du coup, elle n'emploiera pas un pesticide de synthèse, mais s'autorisera éventuellement un pesticide naturel. L'agroécologie déjà mettra en garde, très bien, c'est très bien, ne pas employer les produits ensuite, pas perturbateurs endocriniens dans notre nourriture, on est bien d'accord, mais n'oubliez pas quand même qu'un pesticide naturel reste un pesticide. C'est-à-dire que des déséquilibres écologiques qui pourraient résulter quand même d'un pesticide naturel. Donc, votre chance, c'est que vous avez un cahier des charges, ça se prête à une certification par une tierce partie, vous méritez un label, et du coup vous pouvez vendre votre produit plus cher, ce qui récompense le supplément de travail d'une agriculture artisanale. Ça, c'est très bien. Et du coup, les gens font confiance, votre agriculture, il n'y a pas les perturbateurs endocriniens, il n'y a sans doute pas d'antibiotiques dans la viande, et vous vendez plus cher votre produit, c'est accessible à des gens riches. Et alors, le produit bio serait réservé à des bourgeois bohèmes, et pour les couches modestes, les perturbateurs endocriniens et les antibiotiques dans la viande, tout le monde s'insurge. Donc je dirais que l'agroécologie, par certains côtés, dit l'agriculture biologique relève très largement d'une agroécologie scientifique, et sa chance, c'est précisément son cahier des charges, son label et autres, même si elle peut mieux faire. Donc l'agroécologie n'a pas opposé chimique au naturel, mais l'agroécologie n'oppose pas chimique à naturel,
Mais l'agriculture biologique, qui est née au début de l'industrie chimique, elle l'a fait. Mais, disons, on s'y retrouve. Alors, il existe donc des solutions techniques inspirées, on va dire, de l'agroécologie, qui, certes, là, pourraient, je mets du conditionnel, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière et permettre un doublement de la production végétale pour nourrir à la fois des hommes et des animaux à l'échelle mondiale. Là, les techniques existent, soyez sans crainte. Par contre, il nous faut être honnête, ces techniques sont plus artisanales, moins industrielles, ça s'oppose un peu à l'agriculture que certains appellent conventionnelle, mais inspirée d'industrie, et artisanale, soignée, bichonnée, elle est exigeante en travail. Et il est clair que si on veut vraiment nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, sans laisser pour compte, avec des produits sains, il faudra promouvoir ce type d'agriculture, mais ça ne sera possible que si le travail supplémentaire est correctement rémunéré. Alors il y a évidemment plusieurs situations. Peut-être qu'en Europe, on pourrait d'abord ne pas subventionner nos agriculteurs en proportion de la surface, mais les rémunérer et rémunérer leurs services environnementaux. C'est-à-dire vous séquestrez du carbone, c'est d'intérêt général, je vous rémunère. Vous mettez des infrastructures écologiques qui hébergent des coccinelles qui vont neutraliser les pucerons, je vous rémunère. Vous mettez des légumineuses qui vont nous éviter l'importation de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, et ça nous évitera des importations de soja transgénique en provenance des Amériques, et ça va émettre moins de protoxyde d'azote, c'est conforme, je vous rémunère. Donc des agriculteurs, ce ne sera plus des aides, ce n'est pas des mendiants ces agriculteurs, ce sont des agriculteurs correctement rémunérés pour les services environnementaux. Et s'ils sont rémunérés pour les services environnementaux, ils seront plus nombreux à orienter leur agriculture en fonction de ça, et le bon produit bio qui en résulte pourra être accessible à des couches modestes. Donc oui, les couches modestes auront accès à des produits de haute qualité sanitaire. Alors dans les pays du Sud, si on veut que les agriculteurs aient la capacité d'investir associé agriculture-élevage, je veux dire, il faut peut-être avoir une charrette pour transporter de la paille, pour transporter des fourrages, pour transporter du fumier. Mais si les paysanneries du Sud, vous les mettez en concurrence, votre mil et sorgho, avec un blé qui vient de chez nous, ou d'Ukraine ou des États-Unis, jamais, avec le prix mondial aujourd'hui des céréales, cet agriculteur pourra épargner suffisamment et pouvoir effectivement mettre en œuvre ces pratiques. Même le Féderbia albida dont je parlais tout à l'heure, je suis désolé, il faut quand même 15 ans pour atteindre son âge adulte. Et l'agriculteur, ça présuppose quand même qu'il ait des revenus suffisants pour au moins le laisser pousser dans un premier temps à cet endroit-là. Donc si vous voulez, si on continue de soumettre les agricultures des pays du Sud à la concurrence de nos produits vendus à très bas prix, parce qu'à très bas coût monétaire, sachant que nous, ça nous coûte des algues vertes, ça nous coûte des produits sanitaires. C'est-à-dire, les coûts ne sont pas dans le prix du blé qu'on exporte, les coûts sont les maladies qu'on doit guérir et ce genre de choses. Mais si on continue d'exporter à bas prix des céréales qui ont été produites à bas coût, en remplaçant des gens par des machines et en mettant nos travailleurs, nous, au chômage, et qu'on concurrence ces gens qui travaillent encore à la main, alors effectivement, dans les pays du Sud, on n'y parviendra pas. Donc à la question, est-ce qu'on pourrait, et à quelles conditions on pourrait nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, il nous faut revoir les accords internationaux. Je suis contre ce que certains appellent le libre-échange. Savez-vous que quand 2 sacs de riz s'échangent au même prix sur le marché mondial, dans le sac de riz de cette femme qui a repiqué à la main, le dos courbé, dans la boue, dans la moiteur des tropiques, dans ce sac de riz-là, il y a 200 fois plus de travail agricole que dans le riz d'à côté qui vient de l'Arkansas, ou éventuellement la Camargue, mais on n'exporte quasiment pas, mais de l'Arkansas. Et cette femme qui a besoin d'acheter les produits de première nécessité va vendre son riz au même prix, alors qu'elle a travaillé 200 fois plus. Elle perçoit un revenu 200 fois inférieur à celui du concurrent. Et vous observerez, quand vous regardez sur les statistiques, les revenus nationaux nets par habitant à l'échelle mondiale, c'est bien de 1 à 200. Et je peux vous assurer que le revenu dans un grand nombre de pays du Sud, même quand le textile se déplace là-bas pour mettre à profit une main-d'œuvre à bas prix, c'est que l'ouvrière là-bas, elle est rémunérée à peine plus que celle qui repique le riz à la main. Donc, on va arrêter ça, si vous permettez. On va réautoriser les peuples du Sud à retrouver leur souveraineté alimentaire. Nous, on va moins exporter de nos produits bas de gamme, issus de l'agriculture industrielle, mais qui nous coûtent très cher en externalités négatives, en coûts cachés.
Éventuellement en Europe et en France, on va retrouver notre souveraineté alimentaire dans ce dont on est déficitaire, les légumineuses, le soja et le tourteau de soja transgénique en provenance du Brésil. Et faire ça, c'est pas faire du tort aux Brésiliens. Parce que moi, les Brésiliens me disent qu'ils sont pas fiers, eux, Brésiliens, de produire du soja pour nourrir nos cochons, nourrir nos volailles, du tourteau de soja pour nourrir nos ruminants. Eux préféraient nourrir des Brésiliens. Parce que sachez que les Brésiliens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, sont aujourd'hui dans les bidonvilles et ils n'ont pas le pouvoir d'acheter des céréales et des légumineuses qui ont été produites chez eux et qui nourrissent nos cochons. Donc c'est tous les peuples du monde qui vont devoir repratiquer en circuit court le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle des abeilles, le cycle des coccinelles. Tous ces cycles-là, retrouver en économie circulaire une plus grande souveraineté alimentaire, peut-être même qu'il y aura moins de gens pauvres qui vont vouloir migrer clandestinement sur les marchés clandestins de la force de travail. De manière réaliste, peut-on être optimiste? La réponse est que si c'était que technique, alors là, oui, techniquement, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Maintenant, il y a des conditions politiques pour y parvenir, qui sont tantôt les accords internationaux, tantôt les aides de la PAC, tantôt la rémunération d'un travail supplémentaire pour une agriculture plus artisanale. Mais bien que là, c'est des conditions politiques que vous devinez quand même parfois, pour les réunir toutes, assez difficiles. Et donc à la question est-ce que je suis optimiste ou pessimiste sur le plan politique, je réponds par une pirouette. Excusez-moi, je n'attends pas de savoir pour rester mobilisé. Un auteur, une personnalité qui a marqué ma vie professionnelle et qui fait que je tiens les propos que j'ai tenus devant vous aujourd'hui, c'est pas un auteur, c'est pas une personnalité, ce sont des femmes, malgaches, analphabètes. Quand j'étais jeune agronome formaté, on m'envoie à Madagascar enseigner la riziculture améliorée, avec une variété à haut potentiel de rendement, que j'appelais variété améliorée, mais gourmande en engrais, sensible aux cicadelles des insectes, donc j'apportais l'insecticide, à paille courte, donc concurrencée par les herbes adventices, j'apportais l'herbicide. Et ces femmes malgaches analphabètes, quand je leur enseignais la riziculture améliorée, je mets des guillemets, m'ont dit Monsieur Dufumier, vous oubliez que dans la rizière, regardez bien, il y a des escargots, il y a des grenouilles, il y a des poissons, il y a des canards, et avec vos produits chimiques, vous tuez toutes nos sources de protéines. Une gifle. Et en plus, deuxième gifle, regardez bien le canard. Il est en train de picorer ce que vous appelez la mauvaise herbe. Et il ne s'attaque pas au riz. Le riz est trop siliceux, le canard mange l'herbe adventice, mais pas les trucs. Et regardez encore mieux, Monsieur Dufumier, le canard, il s'attaque à la cicadelle. Donc, avec vos produits chimiques et accroître le rendement en riz, vous diminuez et vous annulez même notre rendement en protéines. Sachez, Monsieur Dufumier, que la rizière, c'est un écosystème agricole, un agroécosystème. Ah, et c'est comme ça que je me suis rendu à l'agroécologie. L'objet de travail des agriculteurs, c'est pas une plante, un sol, un troupeau. Non, non, c'est un agroécosystème d'une incroyable complexité. Ça a été ma première leçon. Je le dois à des femmes malgaches analphabètes.